Les réseaux, ils gagnent toujours. Ils gagnent toujours, mais comment et pourquoi? C'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Mon nom, c'est Yann Rousselot-Payet, je suis le CEO de 2PS. Et si on fait un petit retour en arrière rapide sur mon histoire, moi j'ai toujours été consultant aussi loin que je m'en souvienne. En fait, j'ai commencé en France à l'âge de 20 ans pour être consultant pour un fonds d'investissement qatari. Puis quand j'ai déménagé au Canada, 5 ans plus tard, j'ai commencé à travailler comme sous-traitant pour KPMG. Et après, j'ai fait tous les métiers du consulting, consultant indépendant. J'ai même créé une firme de consulting, on est monté jusqu'à 20 personnes. Métier de consultant, au bout d'un moment, il me gênait un peu. En fait, pour être très honnête, je me demandais si ça avait vraiment du sens ce que je faisais. Et pendant un examen personnel, j'ai finalement décidé de traverser l'Atlantique à la voile avec 10 autres chefs d'entreprise. Cet événement a été vraiment marquant dans ma vie parce que c'est là où j'ai eu l'idée de faire en sorte de recréer un bateau pour les consultants indépendants. Parce que sur un bateau, on est un équipage, on a le même but, alors qu'on est tous à la base des individus différents. Alors, on n'est pas obligé finalement de travailler les uns avec les autres. D'ailleurs, nous, on était 10 entrepreneurs, tous avec des entreprises différentes. Quand je suis revenu, j'ai eu cette idée et je l'ai présentée à celui qui allait devenir le CTO de 2PS, Loïc Bizière. Je lui ai dit, j'ai une idée, on va créer une plateforme pour aider les consultants indépendants à travailler les uns avec les autres, à collaborer, etc. Il m'a dit, ce que tu veux faire, ça existe déjà, ça s'appelle World of Warcraft. Alors World of Warcraft, un jeu vidéo, j'étais un peu surpris comme vous pouvez l'être même en ce moment. Mais en fait, s'associer pour aller faire une mission, tous ensemble, que ce soit à l'intérieur d'un jeu vidéo ou que ce soit finalement dans le cadre d'un bateau qui doit traverser l'Atlantique, ça revient pratiquement au même. Cette idée, elle est née de cette constatation simple, de dire qu'en fait on pourrait transposer le monde des jeux vidéo au consulting. Alors je vais vous faire un rapide survol. En septembre 2014, après ma traversée, on décide de commencer la recherche et développement. Un an après, un an de recherche et développement plus tard, on fait la première release, on sort notre plateforme en version alpha. En avril 2016, on lève à peu près 250 000 $. On incorpore la compagnie. Finalement, en juillet 2016, on a plus de 150 membres, notre premier ambassadeur à Montréal. Et puis, en décembre 2016, on est 250 membres, dont un ambassadeur en France, un au Canada. Et en mars 2017, on crée notre premier regional manager pour l'Europe. Au total, aujourd'hui, on a 6 ligues, toutes dirigées par des ambassadeurs, 18 pays dans le monde dans lesquels 2PS est présent et 350 consultants qui ont été choisis à la main. Ce qu'on a créé finalement aujourd'hui, c'est le réseau 2PS, le réseau 2PS. Et quand on a créé ce réseau, et pas une plateforme, rapidement il a fallu se poser la question, c'est quoi un réseau? Alors ici, si vous regardez là, peut-être que la toute première image que vous avez d'un réseau, c'est celui-là, c'est le réseau urbain. Si on regarde les autres réseaux, il y a le réseau d'eau potable, le réseau électrique. Ah, ça déjà commence à être plus gros. Si on regarde le réseau de train, on commence à couvrir des continents. Le réseau aérien, on commence à couvrir le monde entier en fait. Les réseaux sociaux, Internet, tous ces réseaux-là sont même capables de couvrir le monde entier. Tout ça, tous ces réseaux-là, en fait, ils ont une existence en eux-mêmes, en tant que réseau. Mais ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que les voitures qui circulent sur le réseau urbain, est-ce que l'eau qui circule dans le réseau d'eau potable, est-ce que l'électricité qui est véhiculée par le réseau électrique, est-ce que les données qui sont véhiculées par le réseau Internet ou les réseaux informatiques en général, ou les passagers qui circulent sur le réseau aérien ou de train, est-ce que c'est eux qui définissent le réseau? Certainement pas. Certainement pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant de se poser la question, si le réseau ne se définit pas par ce qu'il transporte, est-ce qu'il n'aurait pas des propriétés en lui-même? Est-ce que le réseau ne serait pas une entité en soi? Quelque chose
qui existe parce qu'il est en réseau, parce qu'il est un réseau. Et qu'importe ce qu'il convoie finalement. Cette question, la première personne à se l'être posée, c'est Leonhard Euler. Et il l'a fait après avoir résolu un problème mathématique qui était relativement connu à son époque. Leonhard Euler a résolu le problème des 7 ponts de Königsberg en 1736. Alors Königsberg, c'est la ville de Kaliningrad aujourd'hui, une charmante petite ville qui a une petite rivière qui passe au milieu et 7 magnifiques petits ponts qui enjambent les différents bras de cette rivière. La question qu'on posait à l'époque des 7 ponts de Königsberg, c'est est-ce qu'il est possible de prendre une jolie petite marche à Königsberg en passant une seule fois par chacun des ponts. Leonhard Euler a répondu à cette question en inventant une théorie qu'on appelle aujourd'hui la théorie des graphes et qui est tout un nouvel ensemble mathématique. Cet nouvel ensemble mathématique permet de définir un réseau ou définir un ensemble de points et d'itinéraires parce que on va appeler des nodes et des edges ou des points de convergence et des liens entre ces points. Donc le lien entre les points, la route par exemple qui va d'un pont à un autre, a des propriétés. Par exemple, dans quel sens l'information peut circuler, un passager ou une donnée internet, mais aussi chaque point, chaque nœud a une propriété aussi. Les nodes vont avoir des propriétés sur ce qu'ils sont capables de recevoir et sur la compétence qu'ils peuvent fournir au reste du réseau. Ces propriétés de nœuds et de liens ont été théorisées et pendant les 200 dernières années, on a utilisé cette théorie-là, la théorie des graphes, pour représenter tous les ensembles complexes. Jusqu'à cet homme-là, Albert László Barabási. Albert László Barabási en fait a voulu prouver la théorie des graphes en analysant un réseau avec des nœuds et des liens, le réseau Internet, et plus spécifiquement le World Wide Web, l'Internet des sites web finalement, celui qu'on connaît tous. En 1999, l'Internet commençait vraiment à être très populaire et donc il y avait suffisamment de sites web pour pouvoir tester la théorie des graphes. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de considérer chaque site Internet comme un nœud et les liens vers ces sites Internet-là comme des liens. Et en faisant son analyse, en fait, il s'attendait à avoir une courbe de Gauss. Vous savez, ces courbes comme ça, qui permettent de représenter une distribution normale. Alors, la distribution normale, c'est quoi? C'est de dire que, en général, la plupart des nœuds vont avoir à peu près le même nombre de connexions. Quelques nœuds vont avoir moins de connexions que les autres et quelques nœuds vont avoir plus de connexions que les autres. Cette distribution normale, c'est ce à quoi on s'attendait dans un réseau typique, les réseaux qui ont été mis au point par la théorie des graphes. Or, la courbe qu'il a obtenue après analyse, eh bien, elle n'a non seulement rien à voir, mais elle est pratiquement complètement opposée. En fait, la courbe qu'il a obtenue explique que la plupart des sites Internet ont beaucoup de liens vers eux et quelques sites Internet ont quelques liens, voire pas du tout de liens. Et ça, c'est particulièrement étonnant pour Barabási à l'époque. Pour nous, aujourd'hui, c'est une évidence. Les backlinks, ce qui a fait la fortune de Google d'ailleurs, c'est une évidence. Les liens les plus populaires, on pointe vraiment souvent vers eux. Mais à l'époque, on ne voyait pas les réseaux comme ça et c'était vraiment étonnant. Et quand Barabási a sorti son papier scientifique, ben, il a été extrêmement surpris de se rendre compte que la première personne à lui avoir répondu, ben, c'était quelqu'un du monde de Hollywood. Parce qu'en fait, cette personne-là pensait que sa théorie s'appliquait aux acteurs hollywoodiens. Et c'est ce qu'a commencé à faire Barabási. Il a regardé. Je vais prendre les acteurs, je vais prendre le nombre de films qu'ils ont fait ensemble comme des liens, je vais prendre les acteurs, puis je vais regarder si ça suit la même courbe. Et bien, ça suivait exactement la même courbe que les sites Internet. Barabási s'est dit, c'est peut-être pas une coïncidence. Et là, il a commencé à chercher d'autres raisons pour lesquelles cette courbe qui s'applique sur les sites Internet s'appliquerait. Et là, il s'est rendu compte que ça s'applique à la dispersion des maladies ou des idées. Ça s'applique aux interactions sexuelles.
Il y a quelques personnes qui ont beaucoup plus de partenaires sexuels que la plupart des gens. Ça s'applique aussi aux journaux scientifiques. Dans les journaux scientifiques, il y a quelques publications qui sont énormément citées et d'autres pas du tout. En fait, plus il publiait sa découverte et plus il a trouvé de nouvelles finalement interactions qui répondaient à cette règle-là, à cette courbe comme ça, alors que c'était pas prévu. Par exemple, les interactions entre protéines, les interactions entre l'ADN et les protéines, l'expression des gènes, les réseaux métaboliques, les réseaux neuronaux, les chaînes de nourriture, les chaînes alimentaires, ou encore l'interaction entre les espèces. Arrivé à ce point de la théorie, il s'est rendu compte qu'il fallait inventer un nouveau type de terme. Et donc il a parlé de deux types de réseaux. Il y a les réseaux random, ceux avec une distribution normale des liens entre les nœuds, et un autre type de réseau qui lui a un élément supplémentaire qu'il a appelé des hubs. Et en inventant ce nouveau type de réseau, il a créé un nouveau terme qu'il a appelé les réseaux à invariance d'échelle, qu'on appelle les scale-free networks. Les réseaux à invariance d'échelle sont vraiment partout et la nature semble vouloir préférer les réseaux à invariance d'échelle sur tous les autres types de réseaux et même sur tous les autres types de systèmes. C'est pour ça que les réseaux gagnent toujours. Les réseaux gagnent toujours parce que même s'ils commencent avec des systèmes hiérarchiques, ils vont toujours et systématiquement se diriger vers un type de réseau avec des hubs, un réseau scale-free. Et la nature préfère les réseaux scale-free pour leur robustesse. Par exemple, moi qui suis en train de vous parler, au moment où je vous parle, il y a plein d'éléments, de cellules dans mon corps qui sont dysfonctionnels, qui développent des cancers, qui produisent des mauvaises protéines, toutes sortes de choses. Mais parce qu'il y a des mécanismes de redondance, des hubs qui existent dans mon corps, eh bien, je ne suis pas tombé mort devant vous. Par contre, on me tire une balle dans le cœur qui se trouve être un hub, et là, je meurs. Pourquoi ? Parce que le hub, c'est en même temps la faiblesse et la robustesse du réseau. Le hub, il est là pour faire en sorte que le réseau survive, mais d'un autre côté, si vous ciblez spécifiquement le hub, ou un des hubs, ou un hub majeur, vous allez pouvoir détruire le réseau scale-free en question. Cependant, dans la nature, Mère Nature semble quand même préférer les réseaux scale-free, malgré cette faiblesse. Parce qu'il semblerait que dans la nature, finalement, l'identification très précise des hubs pour détruire des scale-free networks, ce soit un comportement beaucoup moins fréquent qu'un comportement d'attaque plus global du système. Donc les réseaux hiérarchiques sont très faciles à détruire, il suffit d'aller taper la tête et puis voilà, c'est comme ça que des empires, des royaumes se sont effondrés. Les réseaux random, vous tapez un peu n'importe où et puis finissent par disparaître. Les réseaux scale-free, vous spécifiquement ciblez les hubs et là vous pouvez le détruire, mais sinon, si vous attaquez le système en général, tout ce que vous allez obtenir, c'est d'autres réseaux scale-free qui eux, à leur tour, vont pouvoir recommencer à grandir. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai dans la nature, les réseaux scale-free sont préférés que vous transportiez de l'électricité, que vous transportiez des passagers, que vous transportiez, comme 2PS le fait, des conseils en gestion, ou que vous transportiez des jolies petites photos de chats sur le réseau Facebook. Quoi qu'il arrive, le réseau scale-free, c'est toujours le réseau que la nature va choisir pour pouvoir transporter de l'information de manière fiable. Alors, la seule fois où un réseau scale-free pourrait éventuellement être détruit, à part si on vise spécifiquement ces hubs, et encore, justement, pour viser spécifiquement ces hubs, ce n'est que dans cette situation-là que ça va apparaître, c'est quand deux réseaux scale-free compétitionnent pour la suprématie. Et en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire chez 2PS, c'est d'analyser qu'est-ce qui allait faire en sorte qu'un autre réseau similaire à 2PS
gagne sur nous ou qu'au contraire, nous gagnons sur lui. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse depuis le début. Et ce que je vais vous révéler, ce n'est pas toute la science derrière d'EPS, mais c'est trois propriétés que nous avons découvertes comme étant les propriétés qui font qu'un réseau scale-free gagne sur un autre réseau scale-free en général. Donc non seulement je vous dis qu'un réseau scale-free comme celui de d'EPS va triompher sur toutes les entreprises traditionnelles, parce qu'elles ne sont pas hiérarchiquement structurées de la même manière qu'un réseau scale-free. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en plus de ça, un réseau comme d'EPS va gagner en général sur toutes les autres formes de réseau, même s'ils sont scale-free, à condition qu'on applique très scrupuleusement ces trois propriétés. Première de ces propriétés, pour vous l'énoncer, je vais citer Jean-Marc Jancovici, qui est une personne bien connue en France, spécialiste des réseaux électriques, justement, et de l'approvisionnement électrique et de la décarbonisation de l'économie. Jean-Marc Jancovici dit que l'énergie est par définition la marque de l'état d'un changement d'un système. Et quand le monde autour de nous a changé, c'est qu'il y a de l'énergie qui a été impliquée. Et ça, quel que soit le type de changement qu'on a fait. Donc la première propriété, c'est l'énergie. C'est l'énergie parce que quand on parle d'un système, le système par excellence, c'est le Scale-Free Network. La deuxième citation, c'est celle de Yuval Harari, auteur de 2 livres extraordinaires que je vous conseille énormément. Le premier, c'est Sapiens et le deuxième, c'est Homo Deus. Yuval Harari est, lui, plutôt un biologiste et il nous parle dans son dernier livre du fait que l'homme, en fait, reconnaît qu'il ne peut pas survivre individuellement. Et Sapiens en est arrivé à dominer le monde parce que c'est le seul animal qui est capable de coopérer de manière flexible à grande échelle. Alors, quand je vous dis à grande échelle, vous entendez encore une fois le Scale-Free Network. Donc, je parle de la deuxième propriété, c'est la flexibilité. La troisième propriété, je vais citer Jacques Attali pour vous l'énoncer, qui est l'auteur d'un livre vraiment très intéressant aussi, Une brève histoire de l'avenir. Jacques Attali, qui a conseillé des présidents, qui est un futurologue, et qui explique dans son livre que si on regarde l'histoire humaine, finalement on se rend compte que c'est la recherche d'individualité, la recherche de liberté personnelle qui est à l'origine du sens de tout ce qui est dans l'histoire. Et la seule exception que souffre cette règle, c'est le respect à cette individualité pour les autres personnes. Avec ces trois propriétés, nous on est arrivé à la conclusion chez d'EPS que ce qu'on devait faire, c'était appliquer les règles qui viennent du jeu vidéo et ces trois propriétés pour nous assurer que notre réseau soit solide. Ça veut dire quoi? Premièrement, l'énergie. Il faut que l'énergie nécessaire pour connecter un node à un hub soit très très faible. Parce qu'en fait, c'est ce qui est la propriété d'un réseau scale-free. Ce qui fait que les gens vont aller naturellement vers quelqu'un qui est déjà populaire pour obtenir plus de popularité, c'est parce que la connexion est déjà établie d'un des deux côtés. Il faut absolument que ce qui constitue le hub à l'intérieur d'un réseau soit très 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 facile à connecter. La deuxième propriété, c'est la flexibilité. Il faut que les nodes puissent devenir des hubs. Il faut que les hubs puissent remplacer des nodes. Il faut que le réseau puisse dynamiquement se recomposer très très facilement. Et cette flexibilité, l'avantage c'est qu'on l'obtient avec tout ce qui vient du monde du jeu vidéo, avec les points, avec les badges, avec toutes sortes de choses comme ça. En appliquant ces mécanismes, on obtient cette flexibilité assez facilement. Et le troisième, l'individualité, en fait c'est que le caractère unique de chaque node doit absolument être non seulement reconnu, comprise et lisible par le reste du système, par le reste du réseau. Et ça encore, les jeux vidéo nous aident beaucoup parce que avec les systèmes de score, on peut très facilement lire l'implication d'un nœud à l'intérieur du réseau. Chez d'EPS, on a dû déterminer un certain nombre de règles pour arriver à évoluer et à s'assurer que le réseau soit vraiment efficace. Ces règles-là, elles sont toutes résumées par une phrase que nous utilisons souvent qui est « play nice ».
Play nice, ça veut dire quoi? C'est ce que nos mamans nous disaient quand on était petit. Tu peux aller jouer dans la cour avec les copains, mais il faut absolument que tu play nice, que tu sois gentil. Être gentil, ça traduit mal l'idée de ce qu'on dit en anglais, play nice, mais en bref, il faut être courtois, il faut faire en sorte que les gens qui sont à l'intérieur du réseau se sentent reconnus, se sentent respectés, que l'individualité, même si elle est importante, ne cède pas le pas à l'individualisme et que l'ensemble du réseau puisse reconnaître rapidement l'importance de chacun à l'intérieur de celui-ci. C'est notre manière de bâtir d'EPS et je souhaite que les nombreux réseaux scale-free qui vont voir le jour au cours du 21e siècle pour remplacer les systèmes hiérarchiques traditionnels qui ont été mis en place dans les précédents siècles, eh bien, puissent se souvenir de cette règle et qu'eux aussi ils puissent play nice comme on essaye de le faire chez 2PS.